sujet est vraiment très intéressant pour moi et très douloureux aussi. Et si vous permettez, je vais commencer par quelque chose de très lourd, de très sombre, pour après en venir à des histoires qui sont plus de notre quotidien. Il y a quelques années, on s'intéressait beaucoup à l'époque, avant la trithérapie de l'infection par le VIH, par le sida, on s'intéressait beaucoup aux couples qui donc étaient en général tous deux contaminés et qui malgré tout souhaitaient avoir un enfant. À cette époque-là, la contamination était incroyable, quoi. Il y avait 18-20% d'enfants contaminés par le VIH in utero pendant la grossesse. Et c'est vrai que les enfants qui mouraient de contamination par le VIH mouraient dans des tableaux cataclysmiques, neurologiques, digestifs, pulmonaires, infectieux, vraiment des choses insupportables. Et la question se posait toujours, doit-on accompagner ces grossesses ou au contraire dire que la grossesse avec un taux aussi important de contamination fétale doit être plus ou moins dissuadée. Et en fait, l'immense majorité des gens, c'était en général, c'était des toxicos à l'héroïne. C'était la contamination par la seringue. À l'époque, c'était plutôt la contamination par la même seringue, par les mêmes produits, etc. Les gens, en fait, les adultes jeunes contaminés par le sida voulaient à tout prix avoir des enfants et on pouvait comprendre ce désir de vie au milieu de quelque chose qui était inéluctablement porté vers la mort. Et donc, les grands-parents des deux côtés se relayaient pour assurer, lors de traitements, lors de décompensation, lors de localisation du VIH redoutable, assurer la... Et on était très étonnés des enfants, donc ceux qui survivaient, contaminés ou pas, mais prenons ceux qui n'étaient pas contaminés par le VIH, on était étonnés de leur aspect un petit peu détaché vis-à-vis de la mort des parents. Ainsi, je me souviens très bien d'un jeune garçon qui perd dans la foulée son père et sa mère, dans les 6 mois qui suivent, quoi, et qui en consultation avait l'air à peu près bien. Alors que moi, je m'attendais à un enfant effondré, en plus à un âge sensible. On reverra ensemble pourquoi cet âge me paraît particulièrement intéressant pour la notion d'idée de mort. Et voilà que l'enfant était trop bien, et je ne comprenais pas. Et à cette époque, il y avait de manière concomitante une campagne publicitaire par le Conseil général sur la mammographie gratuite au niveau des femmes de plus de 50 ans. Et il y avait une femme âgée, avec des cheveux blancs, enfin, une belle prestance, qui avait les mains croisées comme ça et qui disait le cancer ne passera pas par moi, on fera un examen. C'était une campagne publicitaire dans toutes les rues de Marseille. Et je revois le même petit garçon, apparemment indemne de la mort de ses 2 parents, successivement, complètement effondré la semaine d'après. Alors dans un premier temps, je dis, tiens, il masquait un deuil, il était un peu sidéré, je pense, j'interprète dans ma tête, je mets en place dans ma tête des idées un peu classiques. Voilà que le petit garçon va... Et en fait, lorsque je suis seul avec lui, il me dit, je veux surtout pas que ma grand-mère soit malade, quoi. Et je comprends grâce à lui que la parentalité était repoussée sur les grands-parents, puisque dès le début, la notion de mort traînait au niveau de ce couple infecté par le sida, que la mort était en permanence dite au niveau des familles, avec les hospitalisations, etc., et que ces enfants issus de couples séropositifs étaient extraordinairement en avance, non seulement sur la notion de mort, mais aussi sur la notion de perte et sur la notion de translation vers les grands-parents comme possibilité d'avenir. Et donc il était plus inquiet de l'éventuelle maladie de sa grand-mère que du risque mortel et de l'issue fatale qu'avaient eu ses parents. Alors, donc c'est là-dessus qu'on s'était très très intéressé sur l'idée aussi que ces enfants, de manière tout à fait stupéfiante, étaient plus parfois en rivalité fraternelle qu'en termes d'enfants et les autres en termes de parents. Les couples séropositifs faisaient un enfant pour vivre, mais ils savaient qu'ils allaient mourir, et l'attachement incroyable des grands-parents à cet enfant rédempteur qui relançait la notion de vie entraînait chez les parents
infectés des comportements parfois de type grand frère ou grande sœur jaloux de leurs propres enfants. Donc vous voyez, c'était... Alors, si je raconte ces histoires malheureuses, heureusement maintenant, avec la trithérapie, il n'y a pratiquement plus de contamination fétale, 1% ou peut-être même un peu moins, et même on a vu que récemment, dans la recherche, un fœtus, grâce à la trithérapie donnée, a éliminé y compris le VIH. Donc vous voyez, on a changé heureusement de temps au niveau de cette épouvantable épidémie, et donc on est dans un autre registre maintenant de ces enfants-là. Quand j'étais en poste à Paris, par contre, l'hôpital Robert Debré m'avait demandé de m'occuper dans l'établissement que je dirigeais des enfants donc issus de couples séropositifs qui survivaient avec une séropositivité. Alors il y avait de l'eau extraordinairement intéressant et vous allez voir qu'en plein débat sur le genre, la parité, ces notions pathologiques sont assez passionnantes, quoi. Et les garçons infectés avaient des relations non protégées disant « je suis responsable de rien, moi je m'en fous, c'est pas moi qui ai eu la maladie » et étaient donc possiblement contaminateurs. Les filles, à contrario, ne voulaient pas avoir de relations sexuelles, pensant que si elles avaient un enfant, ils risquaient d'être contaminés. Il y avait une différence incroyable entre la représentation de la pathologie sérologique entre les filles et les garçons. Les garçons dans une action un peu psychopathique et asociale, tournées vers l'agir, et les filles tournées vers l'avenir, craignant vraiment de risquer d'avoir un enfant contaminé, puisqu'elles-mêmes étaient porteuses de l'anomalie. Bon, j'arrête cette atmosphère triste pour en venir à quelque chose d'un peu plus développementaliste, j'allais dire. C'est quoi la notion de mort chez l'enfant? Alors, si on fait de manière chronologique la notion de mort chez l'enfant, et je reviendrai à ce petit garçon de 5 ans assez en avance avec l'histoire du Conseil général de la mammographie, au début, la mort chez le bébé, chez le tout petit, c'est essentiellement la disparition de la mère, quoi. Essentiellement la disparition de la mère. Pourquoi? Parce qu'un enfant, dès les premiers jours de sa vie, a une capacité incroyable à communiquer avec la mère du fait de la grossesse et de l'équipement, de l'interaction et des compétences du bébé, mais aussi de la capacité d'émetteur et de récepteur de la maman. Si on sait, par exemple, maintenant, et on le sait, qu'un enfant va reconnaître le lait de sa mère à tous les autres laits, il va reconnaître son odeur à toutes les autres odeurs, il va reconnaître le son de sa voix, il va reconnaître, et y compris, il va mémoriser, à partir du 6e mois de la vie embryonnaire, une chanson qu'elle lui chante. Lorsqu'on fait un idéogramme, on voit que la chanson chantée par la maman, pas les mots, la prosodie de la voix de la mère, est une première façon de communiquer avec le bébé. Si on voit aussi que de manière incroyablement poétique, au 8e mois de la grossesse, on s'aperçoit, on le sait grâce aux enfants prématurés, qui ont plus de sommeil paradoxal, le support des rêves, que les enfants à terme, on sait aussi qu'au 8e mois, il y a une intense activité onirique de préforme de rêve chez l'embryon, et que souvent, écoutez bien, ces rêves sont synchrones avec des rêves de la mère. Et actuellement, on pense que certaines transmissions de caractère ou d'émotion ou de sensibilité sont en fonction de ce support onirique dans la vie intra-utérine et dans la relation étroite mère-embryon qui se joue. On comprend qu'avec tout ça, ma position vis-à-vis de la grossesse pour autrui est radicalement contre pour plein de raisons. D'abord que les femmes ne sont pas des vaches, on n'implante pas un veau dans une matrice d'un bovidé, et qu'en plus on met en carence de tout ce système l'enfant porté par une porteuse et confié à celle qui le reçoit, qui se sent d'autant plus stérile d'ailleurs que l'autre ne l'est pas, et tout ça, on est dans une situation habituelle des enfants abandonnés et adoptés qui disent tous à l'adolescence, je n'étais pas dans ton ventre, et que tous recherchent leur mère, et j'ai jamais vu un enfant adopté qui recherche son père. C'est comme ça. C'est toujours ce lien très très archaïque, très très profond, qui nous lie à notre mère, et on le voit aussi dans le deuil, dans le deuil d'adulte, la différence de perte de sa mère et de son père, qui est quand même colorée de façon très particulière.
Je veux dire, on a des douleurs qui peuvent s'équilibrer, mais ce n'est pas les mêmes douleurs. Récemment, un de mes cousins a perdu sa mère, et donc j'étais à l'enterrement, et il me disait, c'est un enfant unique, il me disait, tu vois, je ne serai jamais plus le petit de personne. Il avait perdu son père quelques années avant, et il parlait de la carrière de son père, la dureté de son métier, son investissement pour que lui réussisse mieux que lui. Enfin, vous voyez, des histoires de deuil qui sont aussi colorées par le sexe, et c'est assez passionnant d'imaginer ça tout au long de la durée de la vie. Donc on est bien d'accord que le nourrisson, c'est la mère. Et on s'aperçoit aussi que tous les progrès qui ont été faits du temps de mon début hospitalier à maintenant, toutes les unités kangourous, les unités par enfant, l'hospitalisation de la mère avec l'enfant petit, etc., écartent loin de nous les théories passionnantes de René Spitz qui décrivait l'hospitalisme, c'est-à-dire un bébé hospitalisé, carencé par la relation avec ses parents, commence à se balancer par un tableau quasi-autistique. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait aussi ces horribles services de néonatologie avec un couloir où les parents pouvaient circuler pendant que les puéricultrices elles pouvaient accéder à l'enfant prématuré, le visage de l'enfant étant tourné vers les puéricultrices, et le prématuré, comme vous le savez maintenant, a des sommeils paradoxaux, donc il fait ça. Les puéricultrices envisageaient ça comme un sourire, alors que il s'endormait, il avait des mouvements oculaires et une grimace. Elle faisait « Oh, il me sourit, il m'a reconnu », pendant que la mère et le père étaient de l'autre côté de la barrière stérilisés. Donc c'était insensé. Puis il y avait un chef de service complètement fadin qui passait son temps à taper sur les couveuses pour voir la réactivité. C'est un abruti absolu. Et moi, je disais toute la journée qu'il était idiot, mais il ne comprenait pas, puisqu'il était néonatologue et qu'il croyait qu'il était... Enfin bref. Alors, et donc, ces histoires-là de l'interaction grâce aux pédiatres, d'ailleurs, plus qu'aux pédopsychiatres, grâce à Brazelton avec l'école de Harvard. Et moi, j'ai eu l'honneur d'avoir comme professeur associé Joe Giasparo, qui maintenant le remplace à Boston. Le pédiatre a montré tout ce que le bébé communique, etc. Et les autres, les Français, de leur côté, ont bien montré que le bébé communique avec son corps, et c'est toute la psychosomatique du bébé, les régurgitations, la fièvre, voire les convulsions, les eczémas, le travail avec la peau, comment le bébé avec son corps émet un dialogue parfois de souffrance. Puis il y a ces cris, les cris qui sont toujours interprétés par les parents de manière incroyable. Et puis il y a aussi ce que je vous disais du sourire, le sourire avec l'endormissement. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quand un enfant s'endort, le bébé, on le prend en bras, on le secoue. Alors à la fin, il n'est pas plus idiot qu'un autre, il finit par sourire pour de bon, parce que chaque fois qu'il s'endort, on le réveille. Donc l'idée, c'est que du sourire neurologique, on passe après au sourire signal, et donc le bébé se construit comme ça, dans un registre plutôt hallucinatoire de ses progrès, et dans l'hallucination qu'on a par an des progrès de l'enfant, il en fait. Et donc on imagine pour lui son avenir, et son avenir, il le construit. Bon, les choses vont bien. Les choses vont bien. À 1 an, il marche, il est debout, il a capté l'objet, il commence à avoir 150 mots. Il va progresser entre la première et la deuxième année de la vie comme jamais dans notre temps, de toute notre existence. Il va passer de 150 à 1500 mots. Il va dire je, JE, quoi. Il va être incroyable. La deuxième, la troisième année de la vie, c'est l'année la plus extraordinaire du développement, sans doute neurologique, sans doute des connexions cérébrales, mais aussi dans les progrès sociétaux, pré-sociétaux que fait l'enfant. C'est aussi la phase du non, pas le pot. C'est pour ça qu'on a inventé la maternelle, parce qu'on les adore, mais on les colle tous à la maternelle à 100% en France. C'est incroyable ce qu'on les aime, mais surtout on ne peut plus les supporter. Et c'est pour ça que tout le débat se fait sur la scolarisation précoce, qui devrait objectivement n'être réservée qu'aux enfants en difficulté, sur le mode de la Finlande, qui est exemplaire, quoi. Et au classement PISA, il nous enterre largement, mais pourquoi ? Savez-vous ce qui se passe en Finlande pour la scolarité précoce, comme ça ? Je change un peu de sujet, mais c'est le même. Et pour 4 enfants en difficulté, de 2 à 3 ans, il y a 2 enseignants parmi les mieux formés de l'éducation finnoise. C'est comme si on mettait les profs de prépa avec des enfants de 2 à 3 ans, 2 profs de prépa pour 4 enfants. Et avec ça, on fait des progrès, quoi. On est d'accord, hein ? Et après, ils continuent leur système. La scolarité en Finlande est a moins de moyens que nous, en personnel, etc. Mais ils ont 2 enseignants pour 7 enfants à partir de 3 ans. Donc c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de nombre, de capacité et d'intervenir précocement sur le développement plutôt que... Alors justement, le développement, qu'est-ce qui va se passer ? Il a 3 ans. Elle a 3 ans, cet individu, maintenant.
Et donc, elle a perdu une arrière-grand-mère, Kakoshim, qui avait 92, etc. Bon. Donc, elle a entendu parler de la mort. Le chat aussi est mort, l'oiseau. Enfin, il y a des trucs. Parce qu'avant, les parents ont un chat ou un chien avant d'avoir un enfant, maintenant, les couples qui font des études. Donc, le chat, il meurt finalement. Le chien aussi, surtout, c'est un gros chien. Parfois, ils ont un gros chien. Donc, chien, 10-11 ans, c'est moyenne de vie absolue, quoi. Donc, il meurt, le chien. Il avait avant. La mère est très déprimée, le père aussi. Mais heureusement, on tatoue. Et l'autre, elle regarde. Moi. Le chien, à l'époque, elle croyait qu'il parlait, qu'il comprenait. De temps en temps, dans l'oreille, il lui disait « j'ai mangé du Nutella », il ne le savait pas. Elle croit que le chien pense, qu'il a des émotions, qu'il a des sentiments. Ils en ont. Je ne vais pas me faire attaquer par les animaliers, mais ils en ont moins que nous, quand même. Ils en ont. Une fois, j'ai eu le malheur de dire sur la presse que je n'étais pas contre la corrida. Je me suis fait assassiner. Je n'ai rien à foutre de la corrida, je ne suis jamais allé. Mais par contre, si un grand-père amène son petit-fils ou sa petite-fille à la corrida, je trouve que c'est bonnard. Mais purée, ce que je me suis pris dans le cornet, les taureaux, la souffrance animalière. Donc, je m'en fous. Non. La souffrance animalière, j'y crois. On est d'accord, publiquement, je l'avoue. Comme ça, je n'aurai pas encore des anti-corridas qui vont m'attaquer sur la toile. Donc, à 3 ans, qu'est-ce qui se passe? La petite fille joue avec son chat. Un qui a survécu. Le chien, il est mort, le chat est toujours là. Le chat, ça vit plus longtemps. Elle a un balcon. Elle dit, le chat, il fait tomber mon jouet, ma Barbie, ou mon petit camion. Attention, on est au genre. Ou mon petit camion de pompier. Elle a le droit. Bon. Mais en général, c'est la Barbie qui tombe. Bon, alors, donc, la Barbie tombe. Et le chat, il essaye de la rattraper, il tombe. Et moi, j'essaye de rattraper le chat, je tombe, je suis mort. J'habite boulevard Mireilleuse, là où il faut trouver pas l'autre jour l'adresse. Et on m'amène à la Timone. Je suis morte. Je vais aux urgences. Je ressors, je suis guéri, je retrouve ma Barbie et je rejoue avec mon chat. La mort, à 3 ans, est réversible. C'est-à-dire que la notion de mort chez l'enfant n'est pas encore acquise. Ça se joue avec la temporalité. Ça se joue avec la temporalité, ça se retrouve aussi dans une notion spatio-temporelle. Au début, par exemple, à 2-3 ans, 3 ans, l'enfant joue à 2, mais il ne joue pas à 3. C'est à 4 qu'il peut jouer à 3. Il peut parler à son professeur des écoles, évidemment, mais si un enfant s'immiscie, c'est plus compliqué pour lui de participer à la discussion avec le professeur des écoles et notre enfant. Il vaut mieux une relation individuelle. Il y a 2 ans, j'étais dans le 20e à Paris avec 2 enseignants fabuleux, quoi. Tu vois, j'étais dans un CP, quoi. Ils avaient regroupé les 2 classes, donc il y avait 50 enfants avec 2 enseignants. Le temps de Martine Aubry, du baby-boom, enfin le temps d'avant. Et ils étaient fantastiques, ces 2 enseignants, parce qu'ils posaient une question, puis il y avait des gosses qui dressaient les doigts. Il y avait 25 nationalités dans la classe, hein, par rapport au problème de nationalité parfois ou d'origine à Marseille, la rigolade. Là, vraiment, il y a des étrangers à Paris, tu vois, c'est pas comme chez nous. Et donc, il y avait des gosses qui dressaient les doigts, ils répondaient très bien, et alternativement, un enseignant posait la question et demandait la réponse, pendant qu'un autre se mettait à côté de celui qui ne parlait pas pour l'aider à être stimulé. Je me suis passé une matinée de rêve, quoi. Une matinée de rêve. Et alors je dis, mais vous n'avez pas trop d'enfants? Il me dit, non, quand on en a plus, on peut plus s'intéresser à ceux qui ne vont pas bien par rapport qui sont plus dilués dans le groupe. Donc vous voyez que, en fait, le talent est plus important parfois que les moyens, quoi. Mais enfin bon, c'est un autre problème. Alors 3 ans, j'ai dit variabilité. Et puis, les choses vont se compliquer avec des notions qui vont être développementales chez l'enfant. Et l'enfant, petit à petit, va être de plus en plus intéressé par le temps, la durée du temps, la finitude, l'apparition, disparition. Souvent, les grands-parents qui à temps partiel apparaissent et disparaissent, c'est-à-dire que la famille est plus spatiale, c'est la commensalité, c'est l'endroit où on vit. Et puis les autres, les profs, les enseignants, l'école, les copains, les déménagements, créent une temporalité. Et l'enfant va être vers 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend des enfants, très troublé par la notion de sa finitude. Il va comprendre la mort, quoi. C'est à cet âge-là, entre 5 et 7 ans, que l'enfant a la capacité de comprendre la mort. Remarquez un truc, comment les religions monothéiques ne sont pas idiotes. C'est à peu près là qui commence l'apprentissage des religions, quoi. Les religions servant essentiellement à lutter contre l'idée de mort. Donc on peut voir quand même un lien incroyable dans le développement psychologique et développemental et les cultes.
ou la laïcité, qui est un autre culte, qui dit c'est à partir de là qu'on peut parler des choses aux enfants. Et donc, l'idée, c'est que... Et alors, il y a des manifestations chez des enfants fragiles très intéressantes. Par exemple, c'est l'apparition de tics chez l'enfant, ou de rituels de répétition. Il ne supporte pas une perte, il ne supporte pas une perte d'un objet. Il veut plus se changer d'habit. Il a des rituels. La permanence remplace la perte. On est bien d'accord que l'obsession, le rituel remplace la perte. Regardez que dans un arrachage de sac classique, si tu as une vieille bague de ta mère ou une photo de ta mère disparue, tu souffres plus de ça que tout. Pourquoi ? Parce que dans les pertes, c'est le rituel qui protège de la perte. Et donc les enfants vont à ce moment-là être très troublés. Et il faut vraiment conseiller aux grands-parents de ne pas mourir à cet âge, quoi. Il faut faire de la prévention. Il faut dire, soyez gentils, mourrez avant ou mourrez après, mais mourrez pas là, quoi. Enfin, parce que c'est vrai que la confiance... Et quand je dis... et vous allez voir comme c'est intéressant plus tard dans les phobies scolaires. Dans les phobies scolaires, je ne parle pas des décrocheurs, hein. Je ne parle pas des décrocheurs pour des raisons de difficultés socio-économiques et culturelles, avec cette notion imbécile de l'égalité des chances, alors qu'il faut égaliser les chances, quoi. L'égalité des chances, ça n'existe pas, quoi. Alors que égaliser les chances, c'est ça la mission d'un État et de personnes, quoi. L'égalité des chances, tu parles. T'as qu'à voir qui réussit Normal Sup, 90% des enfants d'enseignants supérieurs, qui réussit l'ENA, 41% des enfants d'énarques. Égalité des chances en médecine, regarde un peu les enfants de docteurs. Bon, alors égalité des chances, si vous voulez y croire, c'est votre problème. Moi, je crois à égaliser les chances. Et donc, à ce moment-là, l'enfant va donc pâtir d'une disparition, mais même d'une vieille arrière-tante complètement démentifiée, quoi. Un truc, une momie placée en maison de fin de vie, tu vois, n'importe quoi. C'est la mort qui porte, et pas la mort de la personne. Et donc on est très étonné d'un intérêt quasi scientifique pour la mort d'une personne pour laquelle il n'avait pas d'intérêt. Et donc c'est intéressant d'avoir ces notions pour pouvoir aider les enfants plus fragiles. Dans les enfants, il y en a 15% de vulnérables. Les vulnérables vont exprimer sur le terrain de la mort aussi une vulnérabilité accentuée, pas toujours, mais avec plus de capacité. Au l'âge du primaire, l'âge du moment d'apprendre, le moment essentiel, quoi. Moi, vraiment... J'ai toujours rêvé, j'ai failli, j'aurais rêvé d'être instit en CE2, quoi, quand ils ont envie d'apprendre, que tu as qu'à accompagner, quoi, cette espèce de moment merveilleux où les enfants ont cette pulsion épistémophilique, ils veulent apprendre, et moi j'aurais été heureux comme tout en étant instit, professeur des écoles maintenant en CE2. Malgré tout, comme je rencontre maintenant très régulièrement les représentants du SNES Sup au ministère, là où je suis chargé de voir les opposants à la réforme des termes scolaires, parfois je relativise aussi. Je n'ai pas une identification forcenée à vos représentants syndicaux, que je sais pas. J'essaie, mais ils sont toujours contre. Donc on a beau essayer d'avancer, de dire oui, c'est ce que vous dites comme aspect est intéressant. Non, mais ce qui compte, c'est de ne pas le faire, je suis d'accord. Mais si on le faisait, mais non. Et je ne m'en sors pas. C'est pour ça que sans doute ils ont nommé comme expert un psychiatre, parce que ça a des capacités de tolérance aux rigueurs. Et donc je suis là tous les mois en confrontation difficile, mais je vais tenir le coup jusqu'en septembre. Alors donc, puisqu'en septembre, tout le monde y sera, et comme ça, on sera tranquille. Alors donc, je veux dire que l'idée, c'est qu'en face de la latence, dans la diminution des émois affectifs, papa, maman, mon institutrice, elle est plus jolie que toi, etc. Je voudrais me marier avec mon enseignant, etc. Le gosse est un petit Léonard de Vinci. Donc, et ce qui l'intéresse, c'est l'anatomie, le squelette, les dinosaures, la science-fiction, les organes, la greffe d'organes, la science, etc. Et il y avait il y a longtemps ce dessin animé sur la 3 avec le truc du corps qui était absolument passionnant, dans une durée très brève, 1 minute 15, et qui passionnait les enfants, qui était vraiment un outil absolument incroyable. Alors je ne comprends pas pourquoi ce n'était pas sur la 5 et sur la 3, mais enfin bon. Et donc c'était un outil génial pour ce goût de connaissance. Alors c'est toute la discussion lorsque quelqu'un meurt à cet âge. Doit-il ou non venir à l'enterrement ? Il va poser des questions sur la putréfaction, sur est-ce qu'on lui a mis un portable dans le cercueil ? On ne sait jamais si elle n'est pas morte. Enfin, des histoires comme ça, chargées, hein, parce que t'imagines un portable déchargé dans le cercueil alors qu'elle n'est pas morte, c'est bon.
Ça fait des films avec les griffes après sur le cercueil. Bon. Et donc les enfants sont intéressés par tout ce roman, les vampires, les histoires et les plus fragiles, encore une fois, vont être très très marqués par ça. On peut déjà aborder la notion de phobie scolaire. La phobie scolaire, si vous examinez bien une phobie scolaire, c'est vraiment plus une crainte de mort qu'une crainte d'école. C'est si je suis détaché de mes parents, si je ne suis plus dans la sécurité de ma maison, je vais mourir ou quelqu'un va mourir. Et donc, je ne peux pas partir. Et donc, c'est incroyable de forcer les phobiques à aller à l'école. Moi, je passe mon temps à les radier, à les inscrire au CNED, et après, qu'ils retournent à l'école lorsqu'ils auront diminué la phobie. Si quelqu'un a peur du noir de l'ascenseur, tu ne le colles pas dans l'ascenseur pour voir ce qui se passe, quoi. Or, l'école est l'objet phobogène dans les phobies scolaires. Et je crois qu'il faut vraiment être très... Alors que par contre, ils ont un désir d'école forcené. Et c'est un de mes rêves, je l'ai proposé au syndicat, l'autre jour, je ne sais pas ce que ça va faire. Je dis, le trésor de l'éducation nationale, c'est les enseignants rayés des cadres. Vous savez que la formule est à réformer d'ailleurs. Quand tu es plus en fonction, on marque que vous êtes rayé des cadres. Il faudrait peut-être une formule peut-être un peu plus agréable, en disant merci de votre activité d'enseignante ou de votre vie, ce serait plus charmant. Rayer des cadres, c'est un peu raide. Donc tous les rayés des cadres, je voudrais que sur volontariat, ils reprennent le turban, quoi, s'ils veulent, hein, et que individuellement, un peu sur le mode finnois, au collège, un enseignant, une enseignante prennent en charge 3 heures par semaine un enfant en difficulté, de 6e. Et je voudrais bien voir le résultat au bout d'un an ou deux. Je voudrais bien voir le résultat au bout d'un an ou deux. Mais remettre les enseignants au travail, en activité, sur volontariat, hein, parce que les syndicats m'ont dit, mais enfin, on a mérité notre retraite. Je dis sûrement, mais il y en a même qui veulent travailler encore, ça peut arriver. Il y a même quelques enseignants. Mais ça, donc ils ont dit, mais quel est ce propos? J'avais même proposé aussi qu'une enseignante ou un enseignant fasse du CP au CM2, la même classe. Et ils m'ont dit, mais comment? Et si on a une antipathie pour un gosse? Je dis, ah, vous avez des antipathies pour les gosses? Ça peut arriver donc qu'on ait une antipathie. Je n'ai pas dit contre-transfert, hein, je me suis méfié de la formule. Donc, en face de la danse, la passion de la mort, et c'est vraiment tout le problème du cimetière, du rituel, de la crémation, des histoires comme ça, avec des histoires baroques et loufoques. Je vous en raconte 2 pour mieux m'expliquer. Il y a un type qui était pêcheur, un grand-père, qui meurt et il veut se faire une crémation. Il est communiste, il est très sympathique, il est communiste et il veut se faire une crémation, il veut pas une messe serait possible comme François Mitterrand, non, il veut pas de messe, il veut être brûlé et il veut être jeté à un endroit où il avait une fois attrapé un denti, qui est un joli poisson magnifique, et donc il avait toujours la photo du denti et tout ça, il veut retourner vers le denti. Donc moi je suis dans le bateau, il y a le petit-fils aussi de 7 ans, le fils est pas très marin, moi je me mêlais pas de ça, et il balance les cendres au vent, quoi. Et donc on a les cendres du mec collées sur le bordé, et donc avec les avirons, on pousse un peu les cendres. Donc premier épisode difficile. L'autre il faisait ses pépés, je dis oui mais ça va aller, on pousse pépé au large, tu vois, enfin, qui tourne autour du pointu. Puis l'autre il est de plus en plus médiocre, il est ému, le fils, je comprends. Il balance l'urne mais sur un au fond, donc on voyait l'urne posée, quoi, tu vois. C'est tragique. Et le gosse dit pourquoi on l'a pas enterré? Je dis oui, on aurait pu se poser la question. Enfin, mais je ne veux pas rester très classique. Autre exemple beaucoup plus intéressant, et vraiment très intéressant, une grand-mère m'amène son petit-fils de 6 ans et demi, 7 ans, parce que sa mère est en train de mourir à l'Institut Paoli Calmette d'un cancer du sein redoutable, qui dépasse toutes nos possibilités thérapeutiques. Là encore, des progrès sont fabuleux, parce qu'on est en train d'envisager dans les années à venir un traitement à la carte, quoi. Tel cancer avec la tumorothèque pour telle personne, plutôt qu'un traitement standard avec chimiothérapie, radiothérapie, ou greffe, ou je ne sais pas quoi. Donc, les progrès vont être intéressants, mais les contre-progrès, ça va être aussi que, par exemple, pour ce qui est des cancers endocriniens, on va te dire à 55 ans, tu feras un cancer de la thyroïde dès ta naissance, ce qui est aussi un peu dommageable. Enfin, on enlèvera les thyroïdes à 54. Alors, je veux dire que donc ce gosse, il arrive et sa grand-mère me dit, voilà, je voudrais que vous le voyiez. Alors je suis d'accord et il me dit, je ne veux pas te parler. Ça commence bien. Alors il me dit, je me présente, il me dit, je te connais. Alors je dis, mais tu sais ce que je fais? Alors je suis pédopsychiatre. Il me dit, non, je sais que tu es le docteur des soucis. C'est joli. Alors je dis, je te remercie de cette belle définition.
Je reste seul avec lui, je demande à la grand-mère de sortir et je dis, de mon bureau, on voit l'IPC, quoi. Donc, je dis, des soucis, tu en as? Vous voyez, les psychiatres, c'est malin. Oui, ça enchaîne sur... Il me dit, je t'ai dit que je ne voulais pas t'en parler. Je dis, bon, d'accord. Alors, quand un psychiatre ne sait pas, il a deux situations, deux possibilités. Soit il pose des questions, fait de la maïeutique socratique. Donc, les psychiatres que vous voyez qui vous posent sans arrêt des questions, faites gaffe, c'est qu'ils ne comprennent rien, quoi. Soit il part au hasard dans une déambulation. Et moi, je choisis la deuxième position. Je dis, qu'est-ce que tu as mangé, là? Qu'est-ce qui t'a plu? Ah, il me dit, j'ai mangé un très, 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 très bon hachis parmentier. Alors, je dis, oui, c'est ta mère qui l'a fait. Il me dit, je t'ai dit que je ne voulais pas t'en parler. Je dis, d'accord, mais c'est quand même ta mère qui a fait ce très, très bon hachis parmentier. Il me dit, non, c'est pas elle. Alors, je dis, alors, qui c'est qui l'a fait? Il me dit, c'est mon père. Je dis, t'es un menteur. Les pères, ça ne sait pas faire un hachis parmentier. C'est pas un truc de père. Ça sait faire des pâtes, un steak, ça amène au McDo, mais ça, c'est pas faire un hachis parmentier. Il est cuisinier, ton père? Non, pourquoi tu dis ça? Je dis, ben, je sais pas, tu es cuisinier, il sait, mais il sait pas. Et alors il me dit, je te dis que c'est mon père. Je te dis que t'es un gros menteur. Et on commence à chanter. T'es un gros menteur, t'es un gros menteur. La grand-mère, elle a peur, elle rentre, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et alors je dis, bah, écoutez, madame, j'ai besoin de vous. Il a mangé un hachis parmentier, et il dit que c'est son père qui l'a fait. Alors l'autre, elle est très émue, elle dit, non, c'est ta maman. Ah, grosse menteuse, toi aussi. Donc on est cernés. Bon. Alors je dis, bon, écoute, on est trois menteurs, on est d'accord. Moi, je crois que c'est pas ton père. Toi, tu dis que c'est ton père. Pourquoi tu dis que ton père il a fait un hachis parmentier? Il me dit, mon père, c'est celui qui sait le mieux réchauffer les hachis parmentiers. Donc, il avait bien ciblé ce que savent faire les hommes avec le hachis parmentier. Et il me dit, il part en disant, et si un jour j'ai des soucis, je reviendrai te voir. Ce qui fait qu'il évoque l'idée de mort sans en parler, tout en parlant. Et en se laissant la possibilité de venir me voir ou pas, s'il veut. Et c'est un vrai problème chez moi, lorsque, par exemple, dans une situation tragique que je rencontre, malgré tout, un parent a décidé de se donner la mort et le survivant vient avec ses enfants. Ou, à contrario, un adolescent s'est tué et la fratrie arrive, quoi. Et là, souvent, je suis devant des enfants apparemment indemnes de souffrance. Mais parce que simplement, les processus de perte, je dis pas deuil, hein, on ne fait jamais le deuil de gens qu'on aime. C'est une loufoquerie, ça. D'ailleurs, Freud, il disait pas on fait le deuil, il dit travail de deuil. Et Freud, c'est plus intéressant la notion de travail de deuil que faire le deuil. Faire le deuil, c'est un truc journalistique. Travail de deuil, c'est un vrai travail à faire où un jour, tu t'aperçois que tu n'as pas pensé à elle ou à lui dans la journée. Et puis tu le culpabilises un peu, puis après tu repenses. Mais jamais tu oublies quelqu'un que tu as aimé et qui a été important pour toi. C'est insensé de le dire. Mais tu peux vivre sans les idées très, très curieuses de le voir dans la rue, de croire que c'est un rêve, de croire que c'est pas vrai, de te réveiller en disant elle est là ou il est là. Enfin, des histoires qui sont très très dynamiques et même, je crois aussi, puisque j'en reviens au rêve, que lorsqu'on peut rêver d'une personne disparue, c'est que sans doute on peut la faire revivre dans son esprit, alors qu'avant on était sidéré par sa non-présence. Le rêve, c'est une vraie présence, même imaginaire, même utopique, même une rêverie, c'est quand même un truc très agréable. Quand on rêve de quelqu'un qui est mort et qu'on a aimé, elle est là où il est là. Et c'est sans doute une possibilité pas de guérison, encore une fois, mais de possibilité d'avancer dans le travail de deuil. Les enfants en phase de latence sont vraiment géniaux et vraiment, si j'avais moi à travailler là-dedans, je mettrais le paquet sur les enfants à cet âge-là, parce que c'est ceux qui sont le plus capables de nous donner des informations pour le travail qu'on doit mener. C'est eux qui offrent le plus de pistes, de capacités, de capacités d'invention, de capacités de rebond, de capacités de possibilités d'intérêts croisés latéraux. Puis après, il y a les ados. Les ados, d'abord, ils sont coupables de la perte de leur grand-mère ou de leur grand-père parce qu'ils ne les voyaient plus, parce que l'autre, il répétait toujours les mêmes choses, parce que la grand-mère, elle lui faisait toujours manger sa purée de tarte aux pommes, il n'en veut pas, parce qu'il a un petit surpoids, il veut être beau, etc. Ou elle, surtout. Bon. Et ils sont coupables de ne plus les voir et d'avoir perdu ce moment intime avec eux, quoi. Et puis, les ados, les fragiles, les miens, ils ont plus peur de la vie que de la mort, quoi. C'est la vie qui leur pose problème, leur vie et leur devenir. Et on passe leur temps à leur dire « pense à ton avenir » alors qu'ils sont dans le hic-et-nunc, dans le présent, dans le théou, les copains, l'ordinateur, les mêmes choses répétées, la bande, le piercing. Il y en avait une, l'autre fois, elle avait une flèche dans l'oreille, pratiquement, une flèche d'Indien, pratiquement. Elle voulait s'en mettre de l'autre côté, je dis ben, ça équilibrera, parce que qu'est-ce que tu veux dire? Elle a une flèche, elle a besoin d'une flèche, elle n'est pas très bien par ailleurs, mais
Mais la flèche, elle était grosse, hein, et puis une grosse flèche. Hein, et une fois, quand j'allais à Paris dans mon service, là, je croyais toujours un satanique. Tu sais, les sataniques, c'est les noirs avec des piercings de tous les côtés, les trucs pointus, les têtes de mort, etc. Et je regardais, parce qu'il prenait le bus en même temps que moi, j'allais dans mon service. Et un jour, par hasard, tac, il est contre moi dans le bus. Là, j'ai le satanique en face. Et alors, il avait 7 d'un côté, 18 de l'autre, des flèches, lui, dans la tête, la langue percée. Et je lui dis, ça te fait pas mal, je lui dis, tu vois, parce que, truc vraiment de pédiatre rentré, tu vois. Je lui dis, ça te fait pas mal. Il me dit, attention, je pique. Je lui dis, non, tu piques pas. Après, dans le bus, il se planquait, il voulait pas être près de moi. Il était incroyablement inquiet de me voir, le satanique, tu vois. Bon. Alors, et ces gosses-là, purée, ces gosses-là, la mort va les frapper avec une intense culpabilité, puisqu'ils sont tournés vers la mort quand la mort les frôle, ou quand la mort apparaît vraiment, et ils sont redoutables. Tu as aussi la mort d'amis d'adolescence. Moi, quand ce sujet, j'évoque toujours Bouboule, quoi. Bouboule, c'était un ami de mon enfance génial, Bouboule, d'accord. Et à l'adolescence, Bouboule, il y avait des filles de notre cercle qui l'intéressaient, naturellement. Mais il était vraiment génial. C'était le plus drôle de tous, le plus fin, le plus talentueux sur le plan des idées, mais Bouboule. Alors il y en avait un autre, sorte de couillon, mais vraiment très esthétique, quoi. Je jalouse encore, qui, à la plage, il faisait ça. Il prenait du sable, il faisait couler du sable devant les demoiselles, il faisait c'est tous les pyramides. Elle faisait, ah. Nous, quand on le faisait, avec Bouboule, elle faisait, ah, tu me mets du sable dans l'œil, tu vois. Incroyable. Et quand l'autre, il faisait ça, c'était, ah, les pyramides, elle faisait, ah. Et nous, tu nous mets du sable dans l'œil. Bon. Et Bouboule, il en avait marre, il dit, regarde-le, celui-là, il fait les pyramides, nous, on essaye sans arrêt. Moi, je lui explique, Khéops, Képhren, je sais même écrire un hiéroglyphe, et elle s'en fout. Et il faisait un truc idiot, quoi. Il habitait Saint-Mandrier, il habitait par rapport à Toulon, et il battait des records dans les virages qui coupaient à droite avec son vélomoteur. Et un jour, il s'est pris le bus, quoi. Et il est mort, quoi. Et il est mort, et finalement, quand après j'ai étudié les conduites à risque à l'adolescence, parce qu'on dit suicide, deuxième cause de mortalité, que dalle. Suicide, première cause de mortalité, les conduites à risque à la bouboule, c'est pas une conduite à risque, c'est un suicide, quoi. Parce qu'il savait bien qu'il allait se prendre une bagnole ou un bus un jour ou l'autre, à cause du trouble de l'estime de soi, de l'image de soi qu'il avait. Et j'ai compris après qu'il faisait des records, il nous montrait sa dangerosité, histoire qu'on lui dise qu'on l'aimait, quoi, et on l'aime. Enfin, j'aime toujours ce garçon, fondamentalement pour son talent, n'empêche qu'il a laissé la vie à son narcissisme, à l'image de soi dégradée, quoi, à une image de soi qu'il n'a pas pu conquérir, quoi. Et c'est tout ça, les notions du suicide adolescent. Regardez, quand il y en a un qui se tue, dans le collège, tu as foule avec les collégiens, alors qu'ils ne le connaissaient pas. Mais ça les touche tellement. Ça les touche tellement. 40% des adolescents ont des idées suicidaires. Idées, hein, je dis. 35 000 tentatives de suicide par an. Majorité de filles, minorité de garçons, mais suicide réussi, majorité de garçons, minorité de filles. Pourquoi? Parce que le suicide est sexué. Les garçons se mettent une balle, se pendent. Les filles prennent des cachets et se jettent sous les automobiles. Tu as plus de chance avec les cachets, les bagnoles, que la pendaison ou l'arme à feu, quoi. C'est un suicide qui est sexué par rapport au mode suicidaire. Et après on a comme ça il y a une mode épouvantable en psychiatrie, je ne peux plus y supporter, la bipolarité. Maintenant, qui n'est pas bipolaire, tu vois? Qui n'est pas bipolaire, tu vois? Un type qui est content un matin en rentrant au collège, et puis un jour il est triste, il est sûrement bipolaire, tu vois. Alors qu'il est strictement normal, tu vois. Si tu regardes les tribunes du stade Vélodrome, en ce moment, ils sont tous monopolaires sur le plan Down, tu vois. Idiotie. Alors que ça serve au laboratoire de pharmacie, je ne le conteste pas. Je ne conteste pas. Que ce soit un symptôme égal à un médicament, je ne le conteste pas. Sauf que je ne sais pas, c'est pas mon style de fonctionnement. Et moi, je vois vraiment très souvent des enfants qui ont entendu ce diagnostic, et les parents amènent l'enfant en disant, est-ce qu'il n'aura pas, quoi? Est-ce qu'il ne sera pas comme son père, ou comme sa mère, ou comme son grand-père? Alors que la psychose maniaco-dépressive, c'est très, très différent. C'est quelqu'un, j'ai vu un adolescent, là, de 14 ans, qui me paraît mélancolique, mais c'est très différent. Et là, par contre, je suis pharmacologique. Là, on va lui donner des médicaments pour qu'il ne se tue pas. Loin de moi l'idée d'être bêta, quoi. Mais par contre, les normopathes et les névrotico-normaux, nous, quoi, en quelque sorte, avec quelques exceptions vers le fond de la salle, on n'a pas à être médicamenté. Et quand même, quand on pense qu'on est en tête des antidépresseurs, c'est scandaleux. Alors que
les effets placebo réussissent à 30%. Moi, je prescris beaucoup plus de la sophro et de la relaxation que des antidépresseurs, quoi, tu vois. Les antidépresseurs, ils ont un intérêt vraiment très limité. Dans la dépression du postpartum, oui, d'accord, pour éviter que la maman, pendant un an, soit loin de son bébé, je suis d'accord. Dans les dépressions réactionnelles ou dans l'histoire de mal sortir d'une maladie, oui, d'accord. Dans le deuil d'un être cher où on n'y arrive pas, on patauge dans l'histoire. Mais quand je vois des prescriptions comme ça, quand je vois par exemple des antidépresseurs chez les anorexiques, je hurle de colère. Elles sont déprimées à cause de la maladie. C'est pas la dépression qui entraîne l'anorexie. Vous voyez, des histoires d'indication, quoi. Et en même temps, quand tu sais qu'en France, 91% des neuroleptiques sont prescrits par les généralistes, ça m'inquiète. Parce que, est-ce que moi, j'opère des réunions inguinales, moi? Est-ce que de temps en temps, je me fais une inguinale, histoire de voir si je sais l'opérer? Non, mais quand je dis ça à la radio, MG France s'occupe de moi. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que la mort va être une évolution très, très permanente. Et on va garder de nos enfances des séquelles des morts qu'on a vécues, quoi. C'est-à-dire que c'est pas fixé une fois pour toutes. C'est-à-dire que c'est extrêmement mobile. Les morts répétitives, tu vois, un accident d'un frère, puis un accident d'un fils, tu vois, je veux dire que c'est le système de névrose traumatique dont il s'agit. Un accident qui a marqué notre vie, puis un accident qui se répète. Le destin, enfin, quelque chose de l'ordre du fatum, qui fait que des fragilités restent en nous, quoi. Alors, c'est pas parce qu'on a des fragilités qu'on peut pas bien fonctionner, hein. On en a tous et toutes. Mais les fragilités, on les exclut, on met des barrières sur l'inconscient, on essaye de fonctionner. Mais parfois, la répétition nous attaque, quoi. Et donc, je vois souvent des... J'ai fait, il y a quelques années, sur la demande de l'association des parents d'enfants qui ont eu la mucoviscidose, une journée passionnante avec les frères et sœurs indemnes. C'est-à-dire, quelqu'un avait une mucoviscidose parmi la fratrie, et les autres étaient indemnes, éventuellement porteurs de l'anomalie de la tare. Ça a été passionnant. Passionnant de voir comment la culpabilité de la mort de ce frère ou de cette sœur inéluctable, malgré les progrès, mais malgré l'hypothétique greffe pulmonaire encore, cœur-poumon, faisait que ces enfants avaient une culpabilité et anticipaient la mort de leur frère. Imaginez qu'après ils aient une anomalie, une myopathie par exemple chez un petit garçon qu'ils vont avoir, ou etc., transmise par la mère et qui s'affirme chez le garçon, ça aussi c'est quelque chose de singulier. Les filles sont porteuses de l'anomalie et les garçons l'expriment. Je veux dire, c'est une culpabilité incroyable, quoi, de dire j'ai porté cet enfant et j'ai exprimé l'anomalie que je porte moi sans signe musculaire. Et donc je veux dire que toutes ces histoires font que notre fragilité est importante et que je crois que l'accompagnement du deuil, l'accompagnement communautaire, sociétal, les rituels funéraires. Moi, je pense à mon ami Sanso, Pierre Sanso, que j'adorais, que j'admirais et qui est mort il y a quelques années, qui a écrit Jean de Peu ou L'éloge de la lenteur. C'est un type génial, quoi. Et il a dit que quand je vais mourir, je voudrais être amené en terre, tiré par 2 chevaux, et avec un corbillard avec des chevaux. Je dis, purée Pierre, on va trouver des chevaux, compliqué. Tu préfères pas une voiture napolitaine avec des flamèches, des trucs un peu compliqués, mais qu'on peut éventuellement importer. Au Panier à Marseille, on peut trouver ça. Il m'a dit, non, d'abord ce sera dans la campagne, et je vais être enterré près d'une église, bien que je ne sois pas croyant, mais ça peut toujours être utile, on ne sait jamais. Et alors j'ai dit, mais je voudrais savoir pourquoi les chevaux. Et il me dit, comme ça, vous parlerez de moi doucement, et on ira doucement m'enterrer, je gagne du temps. Et je trouve c'est génial. Et honnêtement, quand on l'a enterré, on a fait comme ça, et en même temps, la joie la douleur de sa perte était modérée par le plaisir d'aller dans ces volontés un peu loufoques et baroques, quoi. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser aussi d'une perte. On peut aussi jouer d'une perte. Sur les gosses qui se sont suicidés, qui est mon lot, enfin, qui fait partie de... Les cancérologues ont des cancers, et moi j'ai les suicides, évidemment, comme échec de ma pratique. J'ai vu qu'il faut parfois plus de 10-15 ans pour que les parents et les survivants réussissent à en vouloir à celui qui s'est suicidé, quoi. Que des notions d'hostilité apparaissent chez les survivants. Mais il faut 15 ans, 10 ans, 15 ans, pour dire, mais pourquoi il a fait ça? C'est idiot, tu vois. Pourquoi elle a fait ça? C'est idiot. Mais il faut... C'est jamais... Au début, la culpabilité étreint les survivants.
Et l'agressivité naturelle sur celui qui a décidé de mettre fin à ses jours met un temps fou, et c'est la source d'un travail très, très d'accompagnement, sans aucune proposition balourde. Hein. Jamais je dirais à quelqu'un, il faut vraiment que tu en veuilles pour aller mieux, tu vois, des bêtises en recette, mais de dire que le psy, enfin, celui qui mène un groupe de parole pour les parents endeuillés, par exemple, il va surveiller ça, et là, ceci apparaît, il dit, qu'en pensez-vous au groupe? Les groupes vont dire non, c'est intolérable, comment osez-vous dire ça? N'empêche qu'ils l'ont entendu, et que peut-être ça peut les accélérer sur un processus de survie psychique plus facile que s'il avait vécu. Mais je m'aperçois que je suis en pilotage automatique après mon retard, et que c'est le débat qui comptait, pas mes propos. Donc je vais arrêter là cette espèce de panorama un peu confus, je m'en excuse, et pour entendre vos questions, vos critiques et vos remarques. Allez, la première question est difficile, après ça fuse. Allez. La première question, c'était sur faut-il parler et faut-il se taire devant la mort, devant le deuil? Faut-il se taire ou faut-il parler devant la mort? Moi, je crois que de toute façon, le discours de dire est toujours mieux que l'enfouissement. Par exemple, honnêtement, le truc, il est au ciel, quelles que soient les croyances, c'est difficile, parce que il est au ciel, mais où c'est le ciel? Enfin, tu vois, et par contre, difficile aussi le cimetière. J'ai vu beaucoup d'enfants qui y vont après, qui accompagnent leur mère d'un père disparu après, par exemple. Pas tout de suite. Au début, ça leur fait peur, quoi. Il faut respecter les peurs. Ils ne veulent pas venir à l'enterrement. Il faut respecter. Tu vois, mais par contre, il faut qu'ils sachent ce qui se passe, quoi. Il ne faut pas dire qu'il est parti en voyage. On est d'accord? Ou alors il est parti pour le voyage définitif. C'est le voyage plus mythologique chez Caron, quoi. On ne revient pas. Hein. Per me si va nel tono dolore. Per me si va tra la perduta gente, lasciate une speranza voi che entrate. L'enfer de Dante, quoi. Ça, oui. Mais quand tu dis ça à un enfant, par moi on va dans la douleur éternelle, par moi on va chez les gens perdus, laissez aucune espérance vous qui entrez, c'est psychothérapie après, c'est sûr. Question? Oui, je voudrais savoir, lorsque par exemple le deuil s'effectue lorsque l'enfant est très jeune, par exemple 2 ans, et qu'il ne connaît pas sa maman, qu'est-ce qu'il faut faire après lorsqu'il y a des demandes au niveau de photos? Faut-il en montrer? Ne faut-il pas en montrer? Comment l'enfant peut savoir? Enfin, oui. Ça, c'est une jolie question. Freud a dit quelque chose qui est complètement passé de mode et m'a donné l'occasion de le relancer. De 0 à 3 ans, l'enfant est couvert par l'amnésie infantile. C'est-à-dire que tous nos souvenirs de cette période sont des souvenirs de reconstruction, de souvenirs qu'on reconstruit par imagination, par imaginaire, avec des rêves parfois, qui rêvent cette période, etc. Il y a tout un organigramme qui fait qu'à 2 ans, l'enfant n'a aucun souvenir de sa mère disparue. Aucun souvenir. Aucun souvenir. Et parfois, s'il est malin, il dit qu'il se souvient de trucs, histoire de voir l'émotion que ça provoque. Ah, je me souviens bien de sa voix. Oh, ça, cette robe, je me rappelle. Que dalle. Il crée une émotion, il crée une syntonie sur la douleur qu'il perçoit chez le survivant. Par contre, meubler de quoi se faire des souvenirs reconstruits, c'est essentiel. Parler d'elle quand elle était enfant, dire après plus tard les conditions de sa maladie en phase de latence. La notion de suicide, qui aussi est une notion difficile à dire, doit aussi être abordée, mais peut-être un peu avant l'adolescence, là où ils sont tous, comme je vous disais, 40% avec des idées suicidaires. Vous voyez, il y a un tempo de révélation. La vérité, ce n'est pas un médicament qu'on met en perfusion. Il y a aussi un tempo de dire... j'ai une belle histoire que je dois vous raconter à cause de ça. Je vois toujours à l'Institut Paoli-Calmette un homme qui vient me voir, un Corse, de la Castaniche, meilleure charcuterie, je crois. Il faut que je fasse attention aux Corses d'autres régions dans la salle, mais Castaniche, quand même, avec le gras rosé et le goût de châtaigne, il est vraiment pas mal. Enfin bref. Et ce type vient me voir en me disant, ma femme est en train de mourir, mon fils à l'occasion d'aller à New York avec sa classe, qu'est-ce que je fais? Je dis, il y va. Et si elle meurt, monsieur, vous lui direz que c'est moi. Je dis, c'est de ma faute, d'accord. Et je reçois un jambon de la Castaniche en disant, il s'est régalé, elle tient toujours le coup, etc. Bon. Le temps passe et ce type prend rendez-vous avec moi. Je suis persuadé qu'il va me montrer son fils et que sa femme est morte, ça je le sais. Il vient seul. Il vient seul et il me dit, j'ai pas amené mon fils, voilà sa photo.
magnifique petit garçon de 12 ans. Lui, il a une déformation thoracique. Il me montre la photo de son père, qui a une déformation thoracique, et son grand-père a une déformation thoracique. Il m'a dit, avec ma femme, on savait que dans ma famille, il y avait ce trait héréditaire. On a décidé d'une insémination avec donneur pour éviter que je transmette cette pathologie. Qu'est-ce que je dois dire à mon fils? Je lui ai dit, écoutez, monsieur, il vient de perdre sa mère, il est un peu tôt pour qu'il perde son père biologique, enfin, alors que vous êtes son père civil, etc. Et j'ai reçu un deuxième jambon de la Castanich. Et j'attends le troisième. Et je lui dis, quand il sera grand, vous lui direz que vous aimiez tellement avec sa mère, que vous avez eu ce courage et cette capacité à faire qu'il soit un aussi beau jeune homme, quoi. Et vous voyez, mais j'ai pas donné un diktat. J'ai pas dit, il faut que tu le dises. Je me suis disputé 1000 fois avec les psys de René Friedman, qui est un copain, sur les inséminations avec donneur ou les FIV, tu vois. La FIV, qu'est-ce que ça peut foutre que tu dises que tu sois né par FIV? Est-ce que vous savez dans la salle dans quelles conditions vous avez été conçu? Si vous le savez précisément, il faut faire une psychothérapie. Hein. Dans quelle position, dans quelle chambre, à quel moment de la relation sexuelle, à quel cycle de votre mère, et votre père, comment il était éjaculateur précoce ou pas, parce que vous... Bon, tu vois, vous faisiez ça souvent, c'est dégueulasse. Je veux dire que ça fait partie du tabou. Ce qui protège notre sexualité, c'est l'ignorance de la sexualité de nos parents. Quel intérêt de dire, tu es né par FIV, avec du sperme de ton père, dans une... et c'est grotesque. Tu es né par FIV, et alors surtout que, né par FIV, quand ils le savent, ils sont complètement comme les autres, comme des enfants précieux, ils sont hyper capricieux. Ils sont insupportables, ils sont des FIV. Je suis une FIV, ils te le disent. Attention, moi je suis une FIV, faut pas... Et alors, tu es une FIV? Avec un donneur ou pas? Quoi que tu dis? Parce qu'après, dès qu'il y a une FIV, je dis toujours au père, donneur ou pas? Non, monsieur, il dit l'autre. C'est mon sperme, tu vois, il est content, l'autre, de son sperme. Le sperme, c'est incroyable. Ça a peu d'intérêt dans la... Finalement, c'est une cellule avec une cellule. C'est que dalle, mais ça transmet aussi tout un patrimoine génétique. La moitié, avec une cellule, on a la moitié. Vous vous rendez compte, si on avait une grossesse, si on était enceinte, ce qu'on transmettrait les hommes? C'est incroyable. Vraiment, c'est... Mais on vient, avec l'utérus artificiel, on saura faire à parité, mais c'est pas encore réalisé. Non, je veux dire que cette maman disparue, il faut, pour le confort psychique de cette petite fille, il faut vraiment qu'on meuble son histoire. C'est en fait lui construire une identité narrative par la mère disparue, quoi. Les grands-parents ou les pères, les mères, etc., sont porteuses d'histoires du passé grâce auxquelles on a un avenir. Et c'est Fernand Braudel. On n'a pas d'avenir si on n'a pas de passé. Et donc une petite qui a perdu sa maman comme ça tôt, ben là récemment, j'ai vu une gosse qui est née sa mère est morte pendant l'accouchement. Tu vois, c'est dramatique, mais en même temps, il faudra lui expliquer que, alors qu'elle savait qu'elle prenait un risque vital, elle a quand même voulu avoir cet enfant. C'est quand même somptueux. C'est douloureux pour la petite, mais cette femme qui prenait un risque vital, elle a quand même eu ses enfants, elle y a laissé la vie, quoi. Et donc, on peut dire, pour te donner la vie, j'ai perdu la mienne. Enfin, c'est quand même quelque chose d'héroïque, bien que dramatique, quoi. C'est-à-dire qu'on doit mettre de l'optimisme au milieu de tout ça, quoi. Vous savez, c'est Spinoza qui dit que le sage est pas triste. Le psy, il ne faut pas qu'il le soit. Parce que si tu vois des situations terribles, qu'en plus tu fais une tête de 6 pieds de long, tu aggraves les gens, hein. Les psy tristes, il ne faut pas aller les voir. Allez, oui. Oui, merci. Merci Marcel de tes mots, parce qu'ils sont vraiment précieux autour de ce thème. Dans ma vie, donc, j'ai eu à vivre le deuil. Mon fils a 17 ans et il avait pas 2 ans, quoi, quand sa maman est décédée. Et par contre, pendant 2 ans, elle avait donc un cancer, mais on vivait ensemble, à 3 dans la maison. Et j'ai beaucoup parlé donc avec Claire, et mon fils il n'avait pas 2 ans, mais il a vécu cet échange. Et je crois que tu disais tout à l'heure que de mettre des mots simples et justes à de leur âge, c'est quelque chose de fondamental pour lui permettre. C'est un jeune ado maintenant qui est vraiment paisible. On en a parlé quelques fois, on en parle quelques fois encore. Mais c'est vraiment pas comment dire, il n'y a pas d'habitude, tu parles du cimetière, il y va pas spécialement, ou bien voilà, il y a beaucoup de tendresse. Il ira quand il sera. Il ira quand il sera, parce que ça je l'ai vu souvent. C'est très intéressant ça. Les parents, il y a des parents qui ronchonnent un peu, qui disent il vient pas au cimetière. Je dis attendez d'y être, il viendra quand vous serez tous les deux. Et ça les calme tout de suite, c'est un truc.
Excusez-moi, continue. Ouais. Non, mais voilà. Non, c'était pour dire que justement, je parle pour témoigner justement que de mettre des mots. Ouais. Alors après, j'ai fait des conneries, par exemple, c'est vrai qu'elle est au ciel. Enfin, que On en dire, fait tous. c'est vrai. Et donc j'avais fait un petit message, j'avais mis un pétard à mèche et tout. Il m'a dit mais tu me prends pour un con ou quoi? Et il avait 5 ans à cet âge-là. Il m'a dit mais tu me prends pour quoi là? Où tu veux qu'elle le lise? Comment tu veux qu'elle le lise ce message? Ouais, mais Donc voilà. Mais ouais, il mais était tu très vois, conscient. ça c'est vachement intéressant. Il y a un de mes amis qui était un enfant préféré, tu vois, le chouchou, tu vois, de sa fratrie, et qui perd ses parents. Un chouchou n'est plus le chouchou, c'est une revanche de la fratrie, tu vois. Le chouchou, quand les parents sont morts, ça y est, on est tranquille, quoi. Et il faisait un truc incroyable. Il y avait un petit trou dans le tombeau. Il mettait les articles de journaux où on parlait de lui pour que ses parents le lisent, tu vois. Et ses frères s'étaient aperçus de ça, ils étaient complètement ravagés, tu vois. Et ils avaient bouché, avec du Rupson, ils avaient bouché le trou, tu vois. Donc il y a aussi le fait que ton fils te dise pour qui tu me prends, c'est génial, parce que c'est justement parce que tu l'as fait qu'il peut prendre position. La maladresse, c'est jamais maladroit, quoi. Les maladresses affectives, les maladresses tendres sont jamais des maladresses, quoi. C'est très différent. Le mensonge, par exemple, le mensonge peut être aussi utile dans le suicide, par exemple, les détails morbides, tu vois. Honnêtement, j'ai toujours dit dans ma carrière, vous pouvez dire qu'elle ne voulait plus vivre ou il ne voulait plus vivre. Maintenant, elle s'est mis une serviette pleine d'essence, elle s'est mis la tronche dans le foyer, vous pouvez peut-être ne pas le dire. Tu vois, je veux dire, tu vois, il y a, je veux dire, les détails, médecine légale, je crois que malgré tout, le corps de quelqu'un qui est mort, c'est quand même, c'est plus quelqu'un, mais c'est quelqu'un. Le corps de la personne disparue, c'est quelqu'un. Et donc, maintenant, ça se développe beaucoup, la crémation, etc. Et c'est intéressant comme phénomène de société, parce que une société est d'abord typique sur le mode qu'elle traite leur mort, quoi. Et moi, je suis allé à Corté là, faire un cours, et je suis retourné à Calvi, et j'ai vu les cimetières après Corbard, tu vois. Tu te dis, purée, être enterré là, il y a pire, quoi, tu vois. À la limite, à mourir, il vaut mieux voir la Méditerranée, dans des maisons un peu baroques du 18e, c'est pas trop mal, je veux dire. Ou le cimetière de Bonifacio, qui est un modèle sur Terre. Moi, je vais essayer de prendre un viager, là, ou une location. Non, c'est parce que tu dis que peut-être les gens ne viendront pas penser à toi. Mais quand tu es mort, t'es pas mort si on pense à toi. T'es pas mort si on pense à toi. Moi, par exemple, l'autre jour, j'ai vu un gosse difficile, et Arthur Tatossian est revenu dans mon esprit à fond, tu vois. Et en plus, je travaille juste à quelques centaines de mètres à l'endroit où il habitait. Je me suis mis à la fenêtre pour voir son balcon, tu vois, parce qu'il m'avait aidé. Les types, quand ils me voient, il est drôle. Ils regardent le balcon de Tatossian, qui est mort il y a 20 ans, ou 25 ans, simplement parce que dans la pensée, ce qu'il lui a appris lui a rendu service. Mais je m'en fous. Mais je le raconte même publiquement, tu vois. Donc si vous me voyez au balcon, rue Paradis, c'est que je regarde le truc de Tatossian. Parce qu'il n'est pas mort, parce que de temps en temps, dans des situations difficiles, je dis qu'est-ce qu'il aurait dit, puis je me rappelle quelque chose qui m'a appris. Et là, je fonctionne, quoi. C'est ça aussi. Un de mes maîtres, Michel Soulet, là, qui est enterré à Montparnasse, à Paris, il portait le même prénom que mon père, Michel, et à la Saint-Michel, on coupe du fenouil. C'est la tradition, pour qu'il reste odorant comme ça toute l'année. Tu mets un fenouil, et comme ça, tu sens le fenouil toute l'année dans l'entrée d'une maison. C'est plus l'odeur du fenouil qui m'intéresse que le mythe de Saint-Michel, parce que c'est fuir les trucs ardents, etc. C'est toujours pareil, Saint-Michel-Archange, etc. Et donc moi, j'en apportais toujours à Soulet. Soulet, psychanalyste, il avait du fenouil dans son bureau de psychanalyste, donc tous les Parisiens sentaient le fenouil, ce qui n'est pas plus mal. Et moi, quand je montais le fenouil à Paris, dans le TGV, on aurait dit une dorade farcie, tu vois, le TGV. Et là, il est mort, et le 29 septembre, à la Saint-Michel, je coupe du fenouil et je le mets sur sa tombe. Parce qu'il m'a appris mon métier, parce que je respecte tout son message, et que je ne peux pas ne pas amener un morceau de fenouil. Alors maintenant, je le cache, parce qu'avant, je m'amusais, parce que ça m'amusait, un bouquet de fenouil chez un psychanalyste, ça me plaisait, tu vois, ça me plaisait sur les fantasmes que ça devait entraîner au mec allongé qui sentait le fenouil. Bon. Mais bon, c'était un truc un peu marseillais, quoi, par rapport à Paris. Mais là, je lui cueille un brin, et je vais le mettre le 29 septembre, ou après, si je ne suis pas là, mais je le mets sur sa tombe, quoi. Et ses enfants le savent. Ils me téléphonent. Ah, merci d'avoir pensé à notre père. Tu es vraiment son fils
imaginaires, tu vois, des trucs. Donc, je suis adopté même après la mort à ce grand maître à la pédopsychiatrie, ça compte. Mais les maladresses, c'est bonnard, honnêtement. J'ai failli en commettre une. Oui, pardon, allez-y. Oui, là, on va passer aux questions des personnes qui veulent témoigner sans qu'on les identifie. Et c'était par rapport au mensonge. Ouais. Un enfant qui pense que son papa est mort dans un accident de voiture alors qu'il s'est suicidé. Comment revenir sur ce mensonge? Quels mots employer? Et comment gérer la rencontre avec une petite fille qui, elle, connaît la vérité? Alors d'abord, oui, c'est une très jolie question et qui a tourmenté toute ma carrière, hein, et qui continue à tourmenter d'ailleurs. Moi, je crois que la clé, c'est de dire ton père ou ta mère ne voulait plus vivre. Là, on ment pas. On n'emploie pas le meurtre de soi, le suicide, etc. Parce que il y a quelque chose de très difficile dans le suicide, c'est que non seulement l'enfant souffre de la perte de son père ou de sa mère, mais il pense aussi être abandonné. C'est-à-dire, papa ou maman ne m'aimait pas assez pour vivre, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un processus, la personne du couple est coupable, mais c'est plus facile d'être coupable, c'est plus commode d'être coupable que de se sentir abandonné. Pas assez aimé pour vivre, quoi, ok? Donc, ton père ne voulait plus vivre, quoi, ta mère ne voulait plus vivre. Plus tard, le suicide sera abordé. Mais moi, si c'est un enfant de 3-4 ans, on lui dit ton père ne voulait plus vivre, ça suffit, hein, puisqu'il n'a pas encore la notion de mort. À 5-6 ans, il le sait. Et avant la fin du primaire, il faut quand même qu'il sache la vérité, surtout à cause des tiers qui vont lui parler de ça, quoi. Sinon, si quelqu'un lui dit ton père s'est suicidé, lui dira, la petite fille ou un truc, il dira donc ma mère est coupable puisqu'elle ne me l'a pas dit. Puisque ma mère ne me l'a pas dit, elle est dans le coup. Puisqu'elle ne le dit pas, c'est qu'elle est responsable du suicide de mon père. Et vous vous rendez compte ce que ça peut entraîner après chez un gosse un peu fragile, un peu vulnérable, quoi. Il y a des gosses qui se tirent de tout, mais il y a des gosses qui sont quand même... ce que je vois, moi, c'est des gosses tous fragiles, quoi, qui ne surmontent pas les événements douloureux. Et donc, moi, je crois que, vraiment, si quelqu'un le sait, avec la petite fille qui le sait, lui en parler, je voudrais qu'on parle de la mort de ton père, puisque tu le sais, toi tu le sais aussi, et que j'ai dit qu'il voulait plus vivre, en fait, voilà, il est mort parce qu'il voulait mourir, et que pas parce qu'il a été malade, pas parce qu'il a eu un accident d'auto. Et quand un accident d'auto est un suicide, c'est encore plus compliqué, tu vois, quand il s'est suicidé en voiture, c'est... Mais là encore, je crois que la vérité protège l'enfant vis-à-vis du survivant par rapport à ce qu'il peut imaginer de culpabilité de la personne qui survit, quoi. Mais c'est pas commode, hein, je suis d'accord avec vous. Et quand on peut pas, il y a un tiers, quoi. Il faut bien que les psychiatres servent à quelque chose, tu vois. Les psys, c'est ça, quoi. C'est de temps en temps essayer de ne pas être ému par une situation émouvante, mais qui n'est pas la sienne. Mon seul avantage, c'est ça, quoi. Pas parce que je suis pas ému, parce que je le suis ému, mais en même temps, je ne suis pas touché dans ma proximité affective, quoi. Donc je peux être utile justement à dire, dites-lui qu'il ne voulait plus vivre, quoi. Ça, c'est déjà, on dit ça dès le début, on ment pas. Puis après, l'enfant se satisfera, puis posera des questions. Il ne faut pas non plus lui dire, tu veux qu'on te dise pourquoi il ne voulait plus vivre. Ça, il ne faut pas être répétitif. Il ne faut pas l'agresser par un questionnement. Il faut laisser venir l'enfant sur son questionnement et comme ça, après, rentrer dans la vérité douloureuse, mais avec le temps qui aura un peu passé, quoi. Honnêtement, la vérité, c'est fondamental, mais ce n'est pas une urgence. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens, je suis quand même opposé à une majorité de psy qui croient que c'est un médicament rédempteur. Et non. C'est plus compliqué que ça, honnêtement. Ça dépend du sujet, ça dépend des conditions, ça dépend de celui qui le dit. Il y a vraiment des items, des éléments qu'il faut vraiment respecter, quoi. Autre question? Comment gérer la peine de 2 enfants âgés de 14 et 17 ans qui ont perdu une cousine âgée de 20 ans dans un accident de voiture? Elles se demandent quel est le sens de leur vie. La plus grande de 17 ans alterne des périodes de bien-être et de mal-être. La plus petite, âgée de 14 ans, souffre depuis peu de bégaiement et de sensibilité extrême. Mais je crois qu'il faut aussi savoir que cet élément douloureux révèle la fragilité de ces 2 gosses, quoi. Vous voyez, regardez comme ça fonctionne un psy, comme c'est bizarre. J'ignore la mort de cette jeune femme pour m'intéresser à la fragilité des 2 petites, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est pas la mort
de cette jeune femme, c'est ce que ça révèle, quoi. Et donc, je vais chercher dans leur histoire d'autres fragilités antérieures, etc., qui me permettent après de construire un traitement psychothérapique, par exemple, ou autre, avec elle, quoi. C'est sortir de la causalité, de l'étiologie pour comprendre le sens, quoi. C'est que la psychologie, l'interprétation, c'est une médecine du sens, quoi, de donner sens à ce qu'il n'y en a pas. Je veux dire que c'est sur leurs difficultés antérieures que ça se joue, quoi. Ça, c'est comme les jeux vidéo. Quand un gosse joue 6 heures aux jeux vidéo, c'est pas ça qui le rend fada, c'est qu'il était fragile sur lui avant. Le jeu vidéo, ça crée que dalle. C'est pourquoi s'il a besoin de cette irréalité, de ce virtuel par rapport au réel où il est en difficulté. Vous voyez, ça crée pas le trouble. Au contraire, c'est une manifestation sur laquelle on doit aller vers le trouble. Voilà. Une fille de 10 ans a rêvé que son père mourait la nuit de son suicide. Comment lui expliquer qu'elle n'est pas coupable ? Une fille de 12 ans a rêvé que son père mourait la nuit où il s'est suicidé. Oui, donc un rêve prémonitoire, quoi. Oui. Mais le nombre de fois où on rêve que quelqu'un meurt et qu'il ne meurt pas est beaucoup plus fréquent que la coïncidence. Je crois que pour elle, c'est de lui dire, tu sais, ce rêve, c'est sans doute là, que tu avais perçu ton père comme fragile, que tu avais perçu ton père horriblement déprimé, etc., et que tu avais peur, et que par la levée de l'inconscient dans le rêve, tu n'as pas anticipé, tu n'es pas responsable de son suicide, simplement la peur que tu avais avant qu'il se suicide, ben, tu l'as rêvé le jour de son suicide, quoi. Et vous voyez, c'est encore pareil, c'est de parler... Un truc qui est très important, et je vous remercie de cette question, c'est de parler des fragilités du suicidant. Si tu idéalises toujours le type qui s'est suicidé ou la fille qui s'est suicidée, tu ne donnes aucune chance au survivant. Tu sais, il était fragile. Il n'avait pas la force nécessaire pour surmonter, etc. Alors la petite va s'opposer à sa mère, mais n'empêche que c'est la réalité. Quelqu'un qui se suicide, c'est quand même qu'il est fragile, quoi. On ne doit pas toujours idéaliser le suicidant, quoi. Donc je ne le dis pas comme ça en thérapie, mais en même temps je cherche des éléments pour créer une faille dans la culpabilité qui étreint notamment cette petite. J'essaie de dire, mais tu sais, qu'est-ce que tu avais remarqué sur ton père pour pouvoir rêver ça ? Comment tu as pu rêver ça de ton père ? Pourquoi tu rêvais ça ? Et donc là, les choses, c'est clair, quoi. Hein. Maya, 10 ans, a perdu sa maman en octobre dernier. Elle somatise, elle souffre de douleurs abdominales qui se déclenchent le plus souvent dans le cadre scolaire. Elle souffre sans s'exprimer par la parole. Elle a des phases de retrait, de souffrance, mais elle peut aussi être gaie. Que faire ? Alors, surtout pas de psy, là. C'est intéressant votre question, parce que là, c'est sophrologie, médiation corporelle. Lorsque quelqu'un somatise une anxiété, c'est qu'il ne veut pas l'exprimer. Donc, plus tu parles de pourquoi il est anxieux, plus tu vas la faire somatiser, quoi. Par contre, les médiations corporelles, les sophrologues, la relaxation, l'hypnose, etc., peut permettre ultérieurement une psychothérapie ou pas. J'ai pas de... Donc là, je serais pour le coup très symptomatothérapique. Tu as mal au ventre, tu vas te guérir de ta douleur avec une sophrologue qui va t'aider à maîtriser ta douleur. Vous voyez, je serais très symptomatothérapique. Et puis après, peut-être que des éléments apparaîtront sur la peine, quoi. Puisque quand on somatise, c'est qu'on ne peut pas réfléchir. Je ne me suis pas perdu pour ne pas réfléchir, hein, mais peut-être que j'avais la trouille du sujet ce soir aussi. C'est pour ça que je me suis perdu et je suis arrivé en retard. Donc j'ai somatisé en bagnole. Mais je ne me suis pas mis en relaxation parce que sinon je ne pouvais plus conduire. Que peut-on répondre à une enfant de 9 ans dont la maman est décédée d'un cancer et qui demande « Pourquoi est-ce que c'est arrivé à ma maman ?» Et parce que il faut bien sûr, on peut comprendre sa question, mais en même temps, on peut dire que le cancer... Je crois que je serai assez scientifique sur ma réponse là. Je dirais, tu sais, il y a 365 000 cancers par an en France. Le cancer qui va devenir le cancer numéro 1 chez toi, chez les filles, c'est le cancer du poumon à cause du tabagisme excessif. Il y a des enfants cancéreux aussi. Il y a le néphroblastome, il y a des enfants qui naissent avec un cancer. Il y a des enfants leucémiques. Il y a des enfants qui ont un ostéosarcome. La troisième cause de mortalité à l'adolescence, c'est le cancer chez l'adolescent. C'est de lui dire l'épidémiologie du cancer en disant que bien sûr, tout le monde... D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi dans cette petite, c'est qu'on pense tous qu'on n'aura jamais de cancer, tu vois. Et puis un jour, on te dit, tu as un cancer de la prostate, du sein, etc. Et ta vie change ou pas.
Et un de mes amis qui est décédé, là, qui était un de mes amis très proches, avec lequel on travaillait l'internat. Et donc, dans l'internat, il y avait une question terrible qui s'appelait myélome de Keller, qui est un cancer épouvantable du rein et des os, etc. Qui a une forme un peu particulière, originale sur la biologie et sur le diagnostic. C'est un cancer singulier. Et Paul fait chirurgie, et la psychiatrie l'intéressait. Donc, c'est un chirurgien déjà intéressant. Et de temps en temps, il me parlait de ses interventions, etc. Puis un jour, il me téléphone, il me dit, il est travaillé en team, il me dit, viens me voir, j'ai une sale nouvelle à t'annoncer, etc. Alors moi, je croyais divorce. Toi, les psys, tu les fais venir dans ces cas-là, divorce, sa femme, un accident, un abus, une violence faite à ses enfants. Tu vois, je pense à des trucs comme ça. Je suis psy, donc je pense qu'il... Et il m'appelle, il me dit, non, je viens te voir parce que regarde le diagnostic, qu'est-ce que t'en penses? Alors je dis, oh là là, c'est un myélome de Keller. Il me dit, c'est moi. Et tu sais, Marcel, il me dit, maintenant que je l'ai, ce cancer, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprenait. Il prend une coloration particulière, ce cancer que je porte. On l'a appris, tu le connais comme moi, mais moi je l'ai. Et c'est très particulier. Donc c'est la représentation, la petite fille, c'est un peu compliqué, mais la représentation du cancer protège finalement du cancer. On a monté une unité là-dedans, à Salvatore, assez passionnante, qui s'appelle Guérir de la guérison. Et pour ça, j'ai eu 1 million d'euros de l'INCA et 300 000 euros de fonctionnement par an. Pour guérir de la guérison, c'est quoi? C'est les leucémiques adolescents guéris qui font une maladie chronique parce qu'ils ont une maladie mortelle dont ils ont survécu et qui sont insupportables, quoi. Qui ne travaillent plus, qui font rien, qui fument du hashish, mais ils ont eu un cancer. Tu vois. Et donc, nous, en France, il y a la prévention, ce que tout le monde souhaite. Il y a le soin qui est vraiment pas mal, malgré nos plaintes permanentes et le fait que les Français sont des Italiens tristes au sens de Malraux. On a un système de soins génial. Mais la réhabilitation, tout le monde s'en fout, quoi. Et moi, on va travailler sur la réhabilitation, sur guérir de la guérison. Et donc, là aussi, c'est intéressant, avec cette petite, de dire, tu sais, il y a des cancers guéris, ta maman est morte, mais aussi des cancers guéris. Et parfois même, quand ils sont guéris, on est amputé de la jambe, on a une énucléation pour un truc. Donc, lui parler aussi des séquelles, de la réhabilitation. Et avec tous ces intérêts, après, c'est comme sublimation, elle fera médecine, en cancérologie, etc. Vous savez, on avait fait une étude à la fac sur les psychomotriciens. À un moment donné, on avait un entretien préalable. Ça permettait d'éliminer les fadoles, comme ça. Bon. Donc, il y en a une qui était venue, qui était agrégée de philo, qui m'avait dit je veux faire le corps et les astres. Je dis bon, votre rédaction n'est pas bonne. Elle m'a dit quoi? Je ne pouvais pas la sanctionner sur elle, j'avais sanctionné sur la rédac. Elle m'avait insulté, parce qu'elle était forte en rédac, agrégée de philo, mais siphonnée complète. Et donc, et on avait vu que le tiers des psychomotriciens, avait eu un frère ou une sœur en situation d'handicap moteur dans leur fratrie. C'était incroyable. Ou un père avec une mère avec une sclérose en plaques, tu vois. Des histoires de sublimation, et donc il faut aller aussi dans cette petite fille, dans la sublimation, la recherche, les progrès, etc. On continue. Allez. Que faire, que dire à une enfant de 10 ans qui a vu, il y a 4 ans, son père faire un AVC et donc risquer de mourir? Oui. Mais ça, c'est la question de l'urgence, quoi. On le voit très souvent aussi, de manière beaucoup plus anodine, dans les crises d'épilepsie. Lorsque quelqu'un fait une crise d'épilepsie et tombe comme ça, en mordant sa langue, en perdant ses urines, etc., et il reprend conscience sans savoir où il était, quoi. Et les enfants ont très peur de cette petite mort qui se répète comme ça selon les crises. Si le père est intact, s'il a récupéré, s'il n'a pas gardé des séquelles neurologiques, ou même s'il en a gardé un minima, il doit lui parler de son état de santé actuel. Tu as vu ça, heureusement que tu étais là, parce que du fait que tu as averti, on a pu intervenir précocement pour moi. C'est-à-dire, c'est la petite secouriste, quoi. La petite qui a un urgentiste, fait un bouche à bouche, aide la personne, etc. Ce qu'on leur apprend aussi aux écoles, les soins, lorsqu'ils passent le BAFA ou les histoires comme ça, les adolescents, les soins de première intention. Donc il faut lui dire, grâce au fait que tu l'as vu, ce que j'ai eu, mais c'est peut-être en partie pour ça que je m'en suis mieux tiré, quoi. Il faut qu'il positive le fait que sa fille était là. Depuis tout à l'heure, on parle de l'enfant face au deuil, mais qu'en est-il du deuil face à la perte d'un enfant? Comment vivre, comment survivre après avoir perdu un enfant, un bébé à la naissance?
Comment ne pas projeter notre souffrance à l'arrivée d'un éventuel autre bébé? Il y a pire que ça, vous savez, il y a aussi les grossesses à œuf clair. Une thèse de grossesse positive, puis après un curettage, on donne des ocytociques, ça marche pas, puis après il faut cureter parce que à la deuxième échographie, l'œuf est clair et il n'est pas fonctionnel, quoi. Et alors que le test de grossesse avait entraîné, c'est intéressant parce que on a changé de temps. Il y a Revaud Dallon, qui est une grande psychologue de tout ça, et puis une grande psychologue tout court, qui disait avant que la grossesse, c'était 2 temps. Fantasme de grossesse et au premier mouvement fœtaux, fantasme d'enfant. L'échographie a tout changé. La grossesse est tout de suite un fantasme d'enfant, quoi. Et donc un non-enfant entraîne un deuil de ces enfants disparus, et c'est tout le débat de doit-on l'inscrire, le mort-né, sur le livret de famille, etc. Est-ce que, taratata, il faut le dire aux enfants? J'ai une position qui peut être très critiquable là, et qui a été très critiquée déjà. Les enfants pensent que les parents font des enfants parfaits, c'est-à-dire nous. Et quand un enfant existe et qu'il y a un petit frère ou une petite sœur qui a un pépin, ou pire, une IMG, une interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire que les parents décident d'évacuer ce gosse qui a une encéphalopathie, un trouble cardiaque gravissime, que sais-je, une dyschromosomie, tu vois. Lorsque tu décides, ils ne comprennent pas. Les gosses ne comprennent pas que des parents ne fassent pas un enfant parfait, quoi, comme eux imaginent l'être, quoi. Et donc, les parents qui perdent un enfant ont d'abord, dans un premier temps, à protéger leurs enfants de cette perte. C'est encore au niveau des parents que ça se joue, de protéger les enfants de cette perte en expliquant les choses, en disant tu sais, on est très malheureux, tu n'auras pas ton petit frère ou ta petite sœur parce qu'il aurait eu de tels dégâts dans la vie qu'il valait mieux qu'il ne vive pas comme ça. Avec des surprises aussi, hein. Jean-François Mattei, quand il était aux affaires, il m'appelle un jour parce qu'une femme avait fait une amyosynthèse, elle portait un trisomique et elle ne voulait pas faire une IMG. Alors je dis, mais madame, pourquoi vous avez fait une IMG? Elle m'a dit, parce que j'étais sûr de ça, mais j'ai déjà une enfant trisomique, je sais comment faire. Tu as des moments où la réalité dépasse la fiction des romans, quoi. Et c'est vrai que moi, je me suis senti responsable de cette femme et je l'ai accompagnée pendant des années pour les placements de cet enfant, ou l'intégration, tu vois, parce que qu'est-ce que j'avais à juger, moi, de ce qu'elle veut faire ou pas faire? C'est pas laisser les vivre, c'est pas une histoire de secte étrange, c'est pas ça. C'est l'idée qu'après, dans toutes les situations, tu dois t'adapter à une situation incroyable. Perdre un enfant, j'ai envie de vous dire que c'est incurable, quoi. J'ai envie de vous dire que c'est incurable et qu'il faut travailler dans cette incurabilité, quoi. Mais j'ai envie de dire que c'est incurable. Parce que l'enfant, quand même, il est notre survie, quoi. Pas de blague, il est d'abord pour qu'on meure, quoi, et pas lui. Pas de blague. On doit mourir tranquille. Ma grand-mère, qui a eu 3 enfants, et difficile, ma tante, mon oncle, ma mère aussi, 3 enfants difficiles, et qui n'a rien trouvé de mieux qu'en adopter une, qui était la mieux de toutes, hein, vraiment, ma tante adoptive, c'était la mieux. Y compris de ma mère. Donc j'adorais ma tante, quoi. Et elle a dit, bon, j'ai eu des soucis, j'ai été 2 fois veuve, bon, d'accord, bon, après tout, ça va, arrive, mais j'ai pas perdu d'enfant. Et c'est vrai que ça résonne dans ma tête, ce propos, parce que moi, dans ma carrière, évidemment, j'ai vu des morts d'enfants en pédiatrie, en cancer, des gosses que j'ai pas oubliés. Il y a 2 gosses, là, dans ma carrière. Le petit Michel, fabuleux, qui est mort ici, qui était un gosse génial, quoi, que j'oublierai jamais, quoi, qui était un gosse merveilleux. Et la petite Barbara qui est morte à Paris, et même d'autres. Le 30 décembre, c'est la Saint-Roger. Il n'y a pas de Roger dans ma famille. Il y a un gosse de Saint-Raphaël, quand j'étais en hémodialyse, qui m'avait dit, je vais mourir, Ruffo. Tu penseras à moi pour la Saint-Roger? C'est 1967, ce discours de Roger. Je n'ai jamais oublié, quoi. Donc, j'ai dit, c'est incurable. Honnêtement, c'est incurable et n'empêche que cet effort incroyable de respect de l'enfant disparu, dans la peine que l'on a, c'est ça qui se joue, quoi. De dire, ma peine et sa survie, quoi. La douleur que j'ai qu'il ne soit plus là, c'est le fait qu'il soit encore là ou qu'elle soit encore là, quoi. J'ai perdu mon mari alors que j'étais enceinte de 9 mois dans un crash de Canadair. Ma fille est âgée de 18 ans et je n'ai jamais pu aborder ce sujet avec elle.
Comment gérer si tard cette erreur que j'ai commise? C'est pas une erreur, c'est une... ça fait partie de la sidération des morts aiguës. Vous savez, il y a des gens, personne ne pense que quelqu'un qui est cher va se tuer en voiture qu'on ne reverra pas. Et tu vois, c'est quand ça t'arrive, ou un gosse en vélomoteur, tu peux pas. Une maladie, c'est génial. Un cancer, purée, on devrait le programmer, tu vois, c'est fabuleux un cancer. Un cancer, la libération, plus de souffrance, les soins palliatifs, purée. C'est le nirvana. J'ai un de mes jeunes cousins de Lucca, Giovanni, qui était un gosse adorable, 3 enfants, qui a fait, il y en a beaucoup en ce moment, un cancer du pancréas. Bon, c'est un mauvais cancer, c'est une saleté. Et il lutte au début, c'est un garçon génial, qui faisait le clown au niveau des enfants malades, qui avait une passion, qui était un chef d'entreprise et qui allait faire le clown au niveau des enfants malades. D'ailleurs, sur son cercueil, il y avait sa baguette, le lapin, le chapeau. Ses enfants ont mis ça, 3 garçons. Et puis, le cancer dépasse toute chose, et il est placé dans un truc de soins palliatifs, en Toscane. Moi, je l'appelais souvent, et si possible, j'allais le voir, mais je ne pouvais pas vraiment aller le voir. Je suis allé malheureusement trop tard le voir, parce qu'il est mort avant que j'arrive en Toscane. Et il me téléphone et il me dit « Je vais bien, Marcel ». En italien, il me dit « Sto benissimo ». Je dis « Purée ». Et je savais que c'était cuit. Alors je dis « Stai benissimo ». Comme non capisco, je ne comprends pas ce que tu me dis. Il me dit « Écoute, je suis dans une unité de soins palliatifs. J'ai de la morphine. C'est dans un jardin. Je regardais les oiseaux. Mes enfants viennent me voir tous les jours. Ma femme est là. Je vais bien, Marcel. » Et puis il est mort. C'est drôlement plus facile, quelle que soit la peine que j'ai de ce garçon et ses enfants, que l'accident de Canadair, quoi. Qu'est-ce que j'aurais dit à ces garçons, etc. J'ai vu les 3 garçons dans le village, c'est un village près de Lucca, après. Ils sont venus à l'enterrement du père. La mère de ma cousine, la mère de ce garçon qui est très gauche gauche berlinguer, communiste, etc., n'a pas voulu aller à l'église, évidemment, hein, alors que la femme est un peu plus... démocratie chrétienne, tout arrive en Italie. Hein, donc, bon, et donc, il y a eu l'histoire à l'église. Ma cousine n'y est pas allée. Et les enfants étaient en dehors pour être intermédiaires. Ils respectaient leur grand-mère, leur père qui était aussi... qui avait Rosie, qui était socialiste. Donc, et donc la grand-mère. Et après, je les ai observés. Purée. Les groupes d'amis les ont chopés. Le plus grand est parti avec les ados de son âge. L'intermédiaire avec les ados de son âge, et le plus petit retournait voir sa grand-mère. Et la vie a repris, quoi. Mais l'agonie nous a aidés, quoi, honnêtement. L'agonie nous a aidés. La mort tragique, vous pouvez... Moi, l'accident de Canadair, par sa brutalité, fait que vous n'avez pas pu le dire, et que, en même temps, à 18 ans, elle va comprendre, et peut-être que même elle le sait. Peut-être que même elle le sait. Parce qu'ils vont sur Internet, hein. Ils cherchent. Là, par exemple, moi, j'ai comme mission, je suis très très proche de la Corse et des Corses, quoi. Et je vois à peu près tous les enfants des gens assassinés, quoi, tous. Et quand les mères leur disent pas, ils vont sur Internet, ils le savent. Hein. Tapent sur le nom. Et donc, un accident de Canadair, c'est suffisamment spectaculaire pour que la petite, en tapant sur Google ou sur Yahoo, elle ait trouvé les choses. Mais je reconnais que la mort... Je comprends votre impossibilité, voilà. Et en même temps, maintenant, c'est l'heure. Hein. Mais je comprends votre impossibilité. Je propose 2 questions. Allez, 2 questions. Et puis, il va falloir conclure. Vous vous rendez compte que mon surmoi a fait que je n'ai pas regardé Clermont-Ferrand de Toulon. Hein. Je vous le dis parce que... Ouais, allez. Alors, moi, c'est une question aussi à propos d'une mort violente aussi. Et j'avais mon fils qui avait pas 4 ans, enfin presque 4 ans. Donc ça fait 4 ans. Donc je lui en ai parlé tout de suite. Enfin, il n'y a eu aucun tabou et il va vraiment bien. Mais la question que j'avais, c'était un peu par rapport aux périodes et aux âges, justement. C'est-à-dire que d'une part, donc il avait presque 4 ans et il avait beaucoup de choses qu'il faisait avec son papa et il a continué à en parler
Et il a choisi une photo, mais il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, Ouais. qu'il a dans sa chambre. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il se rappelle beaucoup de choses. Oui. Et l'autre question, c'était justement, comme il avait que 4 ans, presque 4 ans, et qu'on n'est pas trop dans les dates anniversaires. Ouais. D'abord, on vient juste de mettre les cendres de son papa quelque part. Et Ouais. encore, c'est pas fini parce que les grands-parents n'étaient pas d'accord. Enfin, donc ça a pris du temps. Donc on vient de faire en fait la phase d'enterrement, on va dire, seulement avec mon fils qui avait envie d'y être complètement. Enfin, et la question, c'était est-ce que c'est utile de lui dire maintenant, donc le mois prochain, ça fera 4 ans, est-ce que c'est utile de lui dire, ben, en fait, tu sais, ça fait 4 ans, ou pas du tout. Enfin, j'ai jamais, jusqu'à là, je Il y n'ai a- pas parlé de... Il y a de 10 temps. choses. Ouais. Vous posez au moins 10 questions. Oui, je sais. La première question, c'est que à l'âge de 4 ans, effectivement, des souvenirs existent. Donc on est bien d'accord qu'on n'est pas dans la période... Ça peut être différent, et c'est pas aussi arithmétique ce que je dis là, mais c'est pour avoir une base de données, de discussion. En même temps, regardez, en lui disant tout de suite, et en phase de latence, vous rejoignez ce que je disais, que c'est le bon moment, l'âge du primaire, pour parler de tout ça. À l'âge où ils sont capables de tout comprendre, de tout apprendre. Après, l'anniversaire de la mort, moi, je serais assez contre l'anniversaire de la mort. Je serais plus... les enfants et les survivants font plus « il aurait tel âge ». Et en même temps, il y a une particularité chez les survivants, c'est que, par exemple, on ne voit jamais son père vieux. Quand il meurt jeune, tu vois, on n'a pas de notion de père vieux. Alors, les ressemblances des grands-parents, tout ça, sont utiles là, pour dire il aurait été comme ton grand-père, etc. Et surtout, je vous remercie de votre tolérance par rapport aux grands-parents sur l'histoire des restes du corps, quoi, des cendres. Parce que il y a parfois des belles filles ou un peu plus raides, quoi, qui disent je fais ce que je veux. Il faut faire attention. Oui, mais il y en a des raides, j'en ai rencontré. Et il faut faire attention à respecter aussi les douleurs différenciées, quoi. Tu vois, il y a des douleurs différenciées. Ma cousine, par exemple, Giovanni, voulait être incinéré. Mais ma cousine, la progressiste, la gauchiste, la Berlinguer, elle fait un truc très très curieux maintenant. Je vais aller la voir, là, je vais retourner la voir rapidement parce que sa sœur cadette me dit elle perd la tête. Je crois pas, elle perd pas la tête. Elle perd la notion de temps pour pas souffrir, quoi, tu vois. Et parce qu'elle dit de temps en temps, dove Giovanni, où il est Giovanni. Et la belle fille, elle est un peu raide sur les cendres. Elle les a balancées à la plage près de Grosseto. Ça va swinguer quand elle va le savoir, l'autre. Parce qu'elle voulait le mettre à Imperia avec son père, sa mère et son frère. Et d'ici à... Alors, s'ils ont gardé l'Ur, on emmènera le rue. Je sais pas ce que je vais faire. Je vais aller à Lucca, mais je m'en sors aussi mal que vous dans cette histoire-là. Mais je crois que l'anniversaire de la mort, je trouve ça couillon. On y pense, hein. On y pense, moi, l'anniversaire de la mort de mes parents. Je suis dans la tête chaque fois. Mais je pense plus à leur date de naissance, quoi. Mon père aurait eu 102 ans, quoi. Et alors c'est d'autant plus incroyable qu'un de ses amis, Émile Amar, m'a téléphoné l'autre jour en disant « Allô Marcel, bonjour, c'est Émile, j'ai 100 ans. » Je lui ai dit « Tu m'appelleras quand tu en auras 200, tu vois. » J'ai 100 ans, tu vois. Mais en même temps, quand il m'a dit « J'ai 100 ans », j'ai pensé que l'autre, il en aurait 102, quoi. Puis voilà, c'est ça, quoi, qui se joue. Avant que ne soit posée la dernière question, je vais me permettre de dire aux personnes qui n'ont pas pu s'exprimer qu'elles nous fassent passer leurs questions. Nous répondrons par l'intermédiaire du Facebook de la Maïf. Avant que vous partiez et avant la conclusion de Marcel Ruffo, pensez s'il vous plaît à renseigner les questionnaires et surtout pensez à soutenir l'association Enfants d'If, parce que franchement, c'est un suffisamment beau geste pour qu'on puisse l'honorer ensemble. Voilà, je laisse la parole à la dernière intervenante. Bonsoir, donc moi je suis une maman et j'ai mon mari qui a une maladie dégénérative très foudroyante, c'est-à-dire qu'en 8 mois il est tétra. Et j'ai 3 enfants, 4, 7 et 10 ans, et j'aimerais les préparer
justement à cette mort et à ce deuil à faire après. Qu'est-ce que je peux faire et dans quelle année? Je crois, donc, si c'est par exemple une sclérose latérale amyotrophique, C'est ça. C'est ça, d'accord. C'est la maladie qui fait le plus peur au psy. Donc, si c'est une sclérose latérale amyotrophique, je crois que, enfin, cette maladie redoutable qui se termine par des troubles de la déglutition et des troubles de... Il y a des descriptions imbéciles de la part des neurologues, mains de singe, une amyotrophie des muscles, des mains, de l'épaule, etc. Et surtout des troubles de la motricité, de l'équilibre. Moi, je crois qu'on ne peut pas préparer les enfants à une telle issue. On ne peut pas les préparer. Je crois que c'est pas possible. Je crois que, d'autant que leur père est dans la lutte de la maladie, que lui, il lutte. Et on ne peut pas toucher la réserve d'espérance de ces enfants pendant le temps. Une fois que la maladie aura emporté leur père, il faudra la décrire, dire quelle est cette maladie, la gravité de cette maladie neurologique, l'importance épidémiologique de cette saleté de maladie aussi. Et de dire tous les moments où leur père aura lutté, quoi. De mettre le père en combattant de la sclérose latérale amyotrophique. C'est d'autant plus important, votre question, que j'ai eu l'honneur de travailler à Paris avec une collaboratrice hors pair qui était praticien hospitalier dans mon service. Pourquoi elle est à Paris? Elle est géniale, elle a fait ses études à Nice, puis après elle travaille à Paris. Elle est partie à Paris parce que son père est mort d'une sclérose latérale amyotrophique et qu'elle n'arrivait plus à voir l'endroit, quoi. Et le service où elle a été traitée, comme elle était en médecine, à l'époque où son père a déclenché ça, l'ont mise au parfum de toute l'évolution, quoi. Et je crois qu'il ne faut pas le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut laisser cette réserve d'espérance. Il y a quelques années, une amie à moi, très chère, femme de quelqu'un qui est mon frère pratiquement, enclenche une tumeur de l'ovaire. Un sale cancer. Vous savez, on appelle ça le tueur silencieux. Dès que le symptôme apparaît, dès qu'un symptôme apparaît, c'est que la messe est dite, quoi, au niveau de la cancérologie. Je vais à Paris, je sais le diagnostic et je rencontre un collègue de cancérologie. Je vais le voir et je lui dis « Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ce néo de l'ovaire, de Madame et X, etc. » Il me regarde un peu étonné, tu vois. Il me dit « Mais tu sais, Ruffo, l'évolution. » Je lui dis « Non, mais dans son cas. » Et il me répond un truc génial et je le remercie encore. Il me dit « Mais tu sais, Ruffo, dans le cancer, on ne sait jamais. » C'est tout ce que je voulais entendre. Pas plus, pas moins. Elle est morte comme tout le monde, mais j'ai entendu de ce cancérologue, dans le cancer, on ne sait jamais. Imaginez qu'il y ait 1 an de survie de plus que la moyenne dans la SLA. Comment préparer les gosses au décès de leur père alors qu'ils survivent toujours, quoi? Tu vois, on ne peut pas. Non. Accompagnez votre mari dans cette terrible épreuve, soutenez-le dans son courage et dites à vos enfants qu'il est courageux. Je sais pourquoi je suis arrivé en retard, c'est une soirée difficile. En tout cas, je vous remercie beaucoup de vos questions.